Donc, bienvenue dans ce retour d'expérience, puisqu'on on raconte une histoire vraie, donc avec mon camarade Romain Vigne. Ça va marcher mieux comme ça, voilà. Prologue, donc moi je m'appelle Christophe Kéromen, j'accompagne les transformations et les personnes qui font partie des transformations. On mettra tout ça sur SlideShare. Donc le truc important sur ce slide-là, c'est de noter le compte SlideShare. Comme ça, si vous voulez retrouver des infos, c'est là qu'il faudra aller. Petit bout de pub, j'ai un petit bouquin que j'ai écrit sur ce que le sport m'a appris d'Agile, parce que je fais beaucoup de connexions avec le sport, comme dans le film d'avant. Et voilà, donc vous pouvez le trouver sur Amazon, et puis j'en ai quelques-uns aussi, s'il y a des gens qui veulent l'acheter. Remerciement aux sponsors, celui-là vous allez y avoir le droit toute la journée, donc merci à eux parce que c'est grâce à eux qu'on a le café, tout ça, voilà, les croissants. Il y en a 2 pages, voilà. Et puis donc je vais vous raconter l'histoire de la School of Agility, donc un parcours d'accompagnement des managers qui, l'idée a germé en 2015, la première promotion a eu lieu en 2016. Non, stop Christophe, je t'arrête tout de suite, je te mets sur pause. En fait, c'est pas trop comme ça que ça va se passer. On voulait vraiment pas vous embêter avec une présentation et des slides. Voilà, j'étais sur pause, c'est inconfortable. C'est une fausse pause. Ouais. Donc, on va essayer de vous reconstruire l'histoire a posteriori, donc avec toutes les imprécisions et tout l'improvisation que ça peut représenter. Voilà, donc ça va se passer en 4 actes. On va essayer de garder du temps à la fin pour les questions, mais ça, on ne peut pas vous le garantir. Avant de démarrer, peut-être que je vais me présenter moi aussi rapidement. Donc, comme Christophe, je fais du coaching, accompagnement d'organisation. Je travaille chez Good depuis 2013. Avant ça, j'ai fait pas loin de 20 ans dans le software et notamment avec des responsabilités de manager où j'ai beaucoup échoué. On en parlera. Ok, peut-être présenter Flipboard et puis la manière. Ouais, alors les deux outils intéressants, pour cette session, c'est Paperboard pour savoir où on en est, et puis on va construire une timeline au fur et à mesure. Donc là, on démarre. Vous racontez l'histoire donc de 2016 à 2020. Et là, l'idée, c'est qu'on voyage dans le temps, donc on revient en arrière, on est en 2016. 17, pardon. Et puis, donc on va arriver au moment où j'invite Romain à découvrir ce parcours manager. Donc hop, voyage dans le temps. Salut, hop, voilà, dans le temps. Salut Romain, donc je vais te parler justement du parcours d'apprentissage pour les managers. Eh ben, écoute, je suis très curieux d'en savoir plus. Alors ça, c'est quelque chose qui a lieu chez Engie dans une business unit qui s'appelle GEM, pour Global Energy Management. Ok, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Alors en gros c'est du trading, c'est les gens qui vont s'occuper des assets, d'optimiser les portefeuilles, etc. Et surtout la caractéristique importante, c'est que c'est vraiment une BU internationale. Ils sont présents dans 50 pays, donc il y a une grosse partie de l'activité, c'est France et Belgique, mais il y a des filiales vraiment dans plein de pays. Et puis c'est pas une petite BU, il y a 1300 personnes donc disséminées à travers le monde. Et le sponsor de cette BU nous a demandé une acculturation agile pour les managers de cette unité-là. Et justement, je voulais commencer par te présenter ce sponsor-là, qui s'appelle Claude Filoche, parce que c'est vraiment lui qui est à l'initiative de ça. Et pour ça, je vais te proposer de regarder, parce que malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il est intervenu à Agile en scène en 2018. Donc là, on saute un petit peu dans le temps. Il interviendra à Agile en scène en 2018. Et il parle du parcours lors de la table ronde. Il y a peut-être des gens qui étaient là, donc on va l'écouter. Un sujet d'apprentissage. Et que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre ensemble. C'est-à-dire que nous, pour le coup, on a mis en place un parcours à destination des managers pour les aider, donc en alternance. Donc c'est 2 jours par mois pendant 5 mois, en promotion d'une douzaine, et où on va explorer les fondamentaux de l'agile, la culture produit, les questions de leadership agile. On fait ça par promotion, on fait ça de façon transverse à la BU, et c'est une invitation à l'expérience. Donc, et ce qui est frappant, en tout cas moi je trouve ça très symbolique, c'est ça commence le premier jour par, au-delà d'un certain nombre de préchauffages, par
l'apprentissage de ce qu'on appelle la cérémonie de l'échec. Donc c'est un peu comme les alcooliques anonymes, on se met en cercle autour, il y en a un qui rentre dans le cercle, qui dit je m'appelle Claude et j'ai failli. Voilà, et puis je raconte une... Hop là. Juste par rapport à ça, donc, une des premières caractéristiques de ce parcours-là, c'est que ce n'est pas un sponsor qui demande que les autres aillent en formation ou aillent. Il commence par le faire lui. Et ce qu'il raconte là, il l'a vraiment vécu. Et il l'a vécu avec CN-1, CN-2, CN-3, CN-4, parce qu'on avait 4 à 5 niveaux hiérarchiques différents suivant les promotions. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette phrase, hein, accepter d'échouer pour pouvoir apprendre. Ça fait écho. Ouais. Voilà, donc ça c'est un des trucs effectivement qu'on va beaucoup travailler dans ce parcours-là. Mais donc tu viens d'utiliser le terme parcours, Claude l'utilise aussi dans son témoignage. Pourquoi parcours et pourquoi pas tout simplement une formation ? Ouais, alors donc, effectivement c'est quelque chose qui est vraiment structurant. Ça, on est sur ce qu'on a appelé un parcours d'apprentissage et pas une formation. Juste rapidement pour l'anecdote, il y a Linda Rising, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui a publié un post hier où elle fait la différence entre training et éducation. C'est exactement la même idée. Hein, donc on va aller chercher quelque chose qui est plus une transformation en profondeur. Et on va voir comment, mais pour ça, il faut que je te raconte un peu la suite. Donc en fait, j'ai rencontré Claude en 2015 lors d'une formation Management 3.0 chez Good. À laquelle j'assistais. Il était venu avec 2 de ses collaborateurs, Romain Tchertchian et Anne-Gaëlle Coultris, que je te présenterai par la suite. Et donc il a participé à la formation Management 3.0, j'étais avec lui, et on a discuté, et puis on est resté un peu sur notre faim par rapport à cette formation-là. Jürgen n'est pas là, on va pouvoir en parler. C'est bon, continue. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Et bien après, donc on avait échangé avec Claude sur les limites qu'on trouvait à cette formation. Et quelques semaines après, Claude m'a rappelé en me disant bah, écoute, moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'ambitieux et d'amener tous mes managers à fonctionner différemment. Et qu'est-ce que tu pourrais me proposer qui soit vraiment une transformation en profondeur de la manière de penser et d'agir des managers. Ah ouais, donc sacrément ambitieux quand même. Ouais, c'est ambitieux parce qu'il y a dès le début, il y avait l'idée de passer tous les managers dans le programme. Moi j'avais quelques idées déjà sur le sujet, parce que je n'étais pas venu à la formation Management 3.0 pour rien, j'étais en train de réfléchir sur le sujet depuis pas mal de temps. En particulier, j'étais assez inspiré par ce bouquin-là, je ne sais pas si vous le connaissez, Radical Management de Steve Dunning, qui écrira plus tard The Edge of Agile, qui est aussi un bouquin intéressant. Et dans ce bouquin, il dit notre boulot, c'est de s'atteler à rendre le management synonyme d'agile. Là où il y a beaucoup d'initiatives qui vivent à accompagner les équipes. Assez tôt, moi je me suis dit, mais c'est aussi un boulot de manager. Si on n'accompagne pas les managers à faire autrement, à penser autrement, à un moment donné, on rencontre juste des tensions et ça met en péril les transformations. Mais ça, Christophe, c'est aussi la promesse de Management 3.0. Pourquoi pas tout simplement avoir proposé une formation Management 3.0 ? Ouais, c'est vrai. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'effectivement, chez Good, on avait une formation Management 3.0 et tu sais, les résultats à chaud étaient exceptionnels. Quand les gens remplissent le sondage de satisfaction, meilleure formation, c'est génial, on s'est éclaté, c'est fun, plein de nouveaux trucs, etc. On retourne les voir 1 mois après, 2 mois après, et on leur demande qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a changé pour vous. Et là, en général, il y a un silence, et ils sont assez penauds, rien. Donc ça nous a frappé. Ah oui, effectivement, maintenant que tu en parles, ça me rappelle des feedbacks qu'on avait eus chez Voyage SNCF. Alors, je vous rappelle qu'on est en 2017, donc maintenant c'est oui.sncf. Même feedback. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas spécifiquement la formation Management 3.0, c'est plus l'aspect formation. On a un monsieur qui s'appelle Spitzer qui avait étudié ça déjà dès les années 40 et qui disait que après seulement 1 mois, 80% de ce qu'on a vu dans une formation traditionnelle, donc 1-2 jours, c'est oublié. Donc ça fait beaucoup de gâchis d'argent et d'énergie. Donc ça, c'était le premier sujet. Donc le format lui-même était à revoir.
Et donc, il y a un deuxième sujet, Ouais. du coup, qui est là. On y arrive. Deuxième sujet, c'est souvent dans les transformations agiles, on a tendance à insister sur les pratiques. C'est le cas de Management 3.0. Management 3.0, on va vous expliquer, il y a des coups de card, delegation board, il y a des choses, c'est des pratiques, des outils. Mais le problème, c'est que pour pouvoir utiliser des outils dans la durée, pour pouvoir se les approprier, il faut aussi changer la manière dont on perçoit les choses, dont on perçoit le mode de travail, dont on perçoit les interactions. Ça, c'est ce que moi j'appelle, enfin, je ne suis pas le premier à appeler ça comme ça, hein, mais c'est ce qu'on appelle le programme, travailler sur les modèles mentaux des personnes de manière à ce qu'elles puissent, du coup, s'approprier les nouvelles façons de faire. Et donc, l'apprentissage, puisque là, c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas simplement des outils, c'est travailler sur une pensée, donc là, qui est une pensée systémique, concevoir les choses dans leur ensemble, ce que Jürgen, tout à l'heure, appelait le circulaire, c'est exactement la même idée. C'est aussi savoir mobiliser son intelligence émotionnelle, savoir quels sont les ressentis qu'on a soi-même, qu'ont les autres, et puis ensuite, savoir effectivement agir avec agilité. Et là aussi, comme le dit Jürgen, après, c'est un cercle vertueux qu'il faut mettre en œuvre et toujours retravailler à mettre en relation ces trois choses-là. Donc là, la réflexion, là, elle était plus sur le contenu. Première chose, c'était le format formation ne va pas. Et la deuxième chose, c'est que le contenu ne va pas. Il ne suffit pas de transmettre des outils, il faut travailler aussi sur les modèles mentaux. Ok, donc si je résume, pour répondre à Claude, tu as adressé cette double problématique, Voilà. Format et contenu. Format et contenu. Et comment ça se déroule du coup? Alors, c'est exactement ça que je vais te montrer là. Donc, sur 6 mois, on a des cycles. Et chaque cycle sur un mois se déroule de la même façon. En fait, on a 5 cycles sur 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des congés. Et donc, pour pouvoir tenir 5 cycles, on tient compte des congés qui vont arriver. Donc, on a une première semaine où on va faire la formation. On a besoin d'amener des nouveaux concepts. On a besoin d'amener des nouvelles choses. Donc, on a une journée et qu'on fait en présentiel, hors site. Ça, on a essayé de le faire sur site, ça ne marche pas. Et c'est les participants eux-mêmes qui réclament de sortir. Donc ça, c'est extrêmement important. Journée hors site. On amène des nouveaux concepts, on les pratique, ateliers expérientiels, tout ce que vous savez, les jeux agiles, etc. Tout va bien. Ensuite, semaine 2, on a l'auto-formation. Donc on a des vidéos, de la lecture, on a des livres, etc. Et donc là, ça correspond à un effort minimal d'une demi-journée pour que les gens travaillent par eux-mêmes. Semaine 3, on réunit tous les participants. Et là, on a un atelier de co-développement. Donc on a une demi-journée, donc ça on va le faire plutôt sur site, où on va travailler là sur l'appropriation. On va travailler sur l'expérimentation, sur ce qu'ils ont essayé de faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, éventuellement pourquoi ils n'ont pas essayé, qu'est-ce qui les a empêchés d'essayer, et puis ils vont apprendre entre eux. Donc là on insiste beaucoup sur le co-développement. Et puis ensuite, semaine 4, travail libre, donc pour ceux qui le souhaitent, là c'est du best effort. Et puis donc ça se termine par le remplissage d'un quiz. On fournit un quiz pour chaque module pour que les gens puissent évaluer un petit peu l'apprentissage, voir s'ils ont des zones d'ombre, des choses qu'ils n'ont pas compris, et puis éventuellement y retourner. Et puis on boucle là-dessus. Question, Romain? Auto-formation, c'est quoi? C'est du e-learning finalement ou... Alors, ça c'est une autre caractéristique de ce programme-là, c'est qu'on a vraiment développé de manière agile. C'est-à-dire qu'on a commencé très petit, avec une promo pilote, et on a commencé avec le minimum, c'est-à-dire qu'on a mis un SharePoint, et sur ce SharePoint-là, on a mis des PDF, on a mis des liens vers des vidéos, on a mis des ressources, avec l'idée qu'on savait qu'on en avait au minimum jusqu'en 2021, et donc que petit à petit, on allait développer, et que peut-être, si le succès était au rendez-vous, on allait ensuite structurer ça avec une plateforme d'e-learning, etc. Ou peut-être pas, mais on verrait. Donc l'idée de commencer avec le minimum qui permette de démarrer rapidement. Et donc, ça en est où là maintenant avec Alors déjà, effectivement, on fournit une biographie papier. Donc chez Good, il y a des livres. Les gens pouvaient voir les livres et ensuite ils pouvaient les acheter. Ils avaient un budget pour pouvoir, par promo, acheter les livres qu'ils voulaient et qui restaient ensuite dans la BU et qui pouvaient ensuite réemprunter. Petit truc, ouais, ce programme-là, il s'appelle MAS, en fait. MAS? Ouais, MAS. MAS, ça veut dire Management as a Service. C'est un nom qu'a trouvé Romain Tchertchian, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est très bien illustré par une citation de quelqu'un que tu connais, je crois. Ouais, Véronique Messager, je la connais bien. Ouais, effectivement, elle m'avait fait témoigner dans son bouquin sur la transfo agile de Whiteplay, mais
Vaut mieux pas que tu me lances sur le sujet parce que sinon on va déborder. Ouais. On Déjà en parlera, on fera un déjà qu'on autre. est en retard, donc on va on être fera un encore plus autre en rec. retard. Et donc c'est vraiment cette citation-là, l'idée du management dans le service, c'est mettre le management au service d'employés qui apportent la valeur, plutôt que de se concentrer sur comment mieux rendre des comptes aux managers qui organisent et qui décident. Donc c'était ça l'idée du parcours. Voilà, je mets Romain sur pause dès qu'il a tourné le flipboard. Première séquence, donc présentation du parcours à Romain. On est en cours de la première promo, en cours de la promo pilote. Et donc je demande à Romain de me rejoindre. Donc quelques temps après, acte 2, Romain commence à avoir des questions. Donc je te disais que là je suis en train de terminer le parcours et qu'on termine par le Mass Challenge. Le Mass Challenge, Ouais. c'est quoi? C'est une épreuve sportive? Ouais, c'est presque ça, ouais. C'est un défi qu'on lance à l'équipe, à la promo. Donc une promo, c'est 12-14 personnes à peu près. Et donc le dernier jour, on commence par faire une révision. Donc c'est ce qu'on a à gauche. Là, on fait une timeline avec ce qu'on a vu pendant les 6 mois. Donc ça, c'est eux, c'est l'intelligence collective. Ils reconstruisent tout le parcours avec les concepts, avec les ateliers, avec les relations entre les ateliers et les concepts. Donc là, on retravaille l'appropriation. Et une fois qu'on a fait ça, on leur donne cet objectif-là. Maintenant, il faut que vous construisiez un témoignage pour les promos futurs. Et ça, vous allez le faire de manière agile, itérative, incrémentale. Et vous avez 3 heures ou 4 heures, ça dépend des promos. Waouh, et ça a marché? Alors ça marche du feu de Dieu. Vous avez vu tout à l'heure un exemple en introduction. C'était une vidéo qu'ils ont réalisée. Et c'est vraiment des réalisations qu'ils font sur les 3 heures de temps. C'est-à-dire qu'on est impératif, c'est du working product. Hein, on applique les principes agiles. À la fin de la time box, ils doivent avoir un produit qui fonctionne. Donc là, on va regarder un petit teaser là-dessus. Donc voilà comment ça se passe, le Mass Challenge. Romain Tchertchian. Donc ça, c'est aussi un truc que je fais assez souvent, moi, c'est que je fais des petites vidéos comme ça, très sans prétention, mais qu'on remet aux participants qui ont participé à un atelier. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais alors les gens sont super heureux de repartir avec ça, ils le montrent chez eux, ils montrent ça à leurs enfants, ils disent « Regarde ce que j'ai fait dans la journée !» Et c'est juste un bonheur, ça ne coûte pas très cher, et c'est juste une reconnaissance que vous donnez aux équipes. Sans prétention, mais quand même sacrément efficace le spot de pub. Hein. Ouais, c'est pas mal comme chose. Ouais. Alors après, ce qui est rigolo, donc vous avez vu à la fin, donc il y a toute une construction, comment on va construire ce témoignage-là. Ils sont arrivés à l'idée d'une montgolfière, qui symbolisait le fait que le programme démarrait, s'envolait. Et donc pour le fun, voilà, on est sur le parvis de la Défense, devant la tour NJ. Je suis pas très sûr qu'on avait le droit de faire ce qu'on a fait là. Attends, on fait comme ça, comme les trucs de Vincent. Ils ont fabriqué leur montgolfière. Donc ça, c'est quelques jours après. Voilà, donc lancement du parcours masse pour les managers. Eh, dis donc, ils ont passé 6 mois avec toi, ils sont encore super enthousiastes. Ça donne vraiment envie de s'impliquer dans ce truc-là. Quand est-ce qu'on commence là? Alors, d'abord, il faut que je t'explique un petit peu comment c'est structuré. L'idée, donc, une promo, c'est 12-14 personnes. Et donc, bien évidemment, il faut l'accompagner. Donc, on a un responsable pédagogique, c'est moi, qui est responsable en fait, du contenu, de la structure du parcours. Sur toutes les promotions, qui va recueillir tout le feedback et puis qui va décider de l'amélioration et de l'évolution du parcours. Ensuite, par promotion, on a ce qu'on appelle un référent de promotion. Donc ça va être ton rôle sur la promo numéro 3.
Le référent de formation, tout référent de formation doit avoir suivi l'intégralité du parcours avant de devenir référent. Donc c'est pour ça que tu vas embarquer dès la promo numéro 2, tu vas observer pour pouvoir ensuite prendre ce rôle-là. À terme, ça se peut qu'on ait plusieurs référents. L'idée, c'est qu'on va faire du scaling de ce dispositif-là. On a donc le référent de promotion va animer des formations, mais ce n'est pas forcément lui qui va tout animer. On a aussi potentiellement des formateurs qui peuvent venir animer un module spécifique dans le parcours. Et pour ça, on a aussi un observateur dans le fond, là, c'est Yacine, que peut-être certains connaissent, qui est chez Renault Digital maintenant. Donc on a des personnes comme ça qui vont pouvoir venir pour acquérir juste une formation, un module sur lequel ils vont se spécialiser. Et puis, et ça c'est vraiment intéressant dans le dispositif, on travaille sur l'appropriation. L'idée c'est que ce parcours appartienne aux gens de la BU. Et donc dès le départ, on a des personnes qui vont assister au parcours avec l'idée que dans les promos suivantes, ils seront ce qu'on appellera des assistants teachers. C'est un petit peu comme des assistants de TD à la fac. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont aider à faire les ateliers. Ils ne vont pas avoir, dans un premier temps, de rôle de transmission pédagogique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être responsables d'une journée de formation. En revanche, ils vont faire tout ce qui est la partie acquisition des pratiques et des outils. Et ça, ils vont ensuite pouvoir, sur le terrain, coacher tous leurs collègues pour pouvoir acquérir ces nouvelles pratiques-là. Et donc ici, on voit sur la photo, tiens, je te disais tout à l'heure Romain Tchertchian, donc qui est au fond, Anne-Gaëlle qui est un petit peu près du poteau. Et donc on a deux en France, et puis on a Sophie et zut, j'ai oublié son... Christelle, voilà, merci, qui est juste à droite là. Je ne suis pas censé le savoir. Non, mais tu retiens mieux les prénoms que moi, tu vas très vite. Donc qui elles sont en Belgique, parce que c'est la particularité de cette BU-là, c'est qu'elle est très structurée entre la Défense et puis Bruxelles. Donc dès le départ, 2 assistants teachers à Paris et 2 assistants teachers à Bruxelles. Je retiens bien cette idée là finalement d'observer avant de pouvoir redonner le module. Tu peux m'en dire plus sur les contenus de ces différentes journées? Alors ouais, pour ça, faut que je passe un petit peu plus loin d'ailleurs dans mon que je retrouve ici. Alors on va voyager un peu dans le temps encore. Donc on aura une promo, on aura ensuite des promos en parallèle. Au début, ça sera en français. Puis ensuite, on va traduire. Donc c'est vraiment cette idée de développement incrémental. On part avec un premier produit qu'on teste. Ensuite, on commence à faire 2 promos en parallèle, à former des nouveaux animateurs. Et puis après, on va s'attaquer au problème de la langue. Donc au début, les supports ils sont extrêmement variables. Une fois qu'ils sont un peu stabilisés, donc au bout de 3-4 promos, on les traduit en anglais. Parce qu'au début, ça aurait été juste impossible de maintenir 2 versions par rapport aux ressources qu'on avait. Donc là, on les traduit en anglais. On commence à avoir des promos pour les gens les néerlandais, par exemple, qui ne parlent pas, qui ne sont pas francophones. Et puis, on va avoir un autre événement important qui va être des promos européennes, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs pays. Et donc là, on va voyager de pays en pays. Chaque mois, on ira dans une capitale différente. Donc je vais vous faire rêver un peu. On a fait Rome, Madrid, Londres, Bucarest. Donc chaque mois, comme ça, on emmène la promo dans un nouveau pays. Et pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que la première promo européenne qui s'appelait les Martians, et voilà, ils sont beaux comme tout, eux, ils ont fait leur Mass Challenge sur l'idée justement d'être un peu un tour opérateur du parcours manager, et ils ont décrit le contenu en fonction de ce qu'ils avaient fait dans chaque pays. Donc c'est un moyen de répondre à la question de Romain. Donc voilà une synthèse du contenu. Ta question? Ça répond à ma question, mais je ne savais pas que le resto faisait partie du programme, parce qu'il y a quand même pas mal de photos de resto. Ça, c'est le côté sympa de Je veux bien faire ça moi aussi. Ouais, alors, pas tout de suite. Tu vas commencer d'abord par te taper Paris-Bruxelles, et puis après, quand tu auras fait tes preuves, tu auras peut-être le droit de faire une promo européenne. Donc, si on résume, le contenu, en fait, il y a trois domaines principaux. Le premier, c'est, on parle d'agilité, donc on explique ce que c'est que l'agilité, non pas du point de vue
Scrum, mais qu'est-ce que ça veut dire l'agilité pour des managers? Et donc on travaille là-dessus, on donne aussi une idée du mouvement historique avec ce que j'appelle les 3 vagues de l'agilité, hein, donc les équipes, le scaling et puis la business agility. On a tout un thème sur le product management, donc là on va parler de value management, de product culture, on va parler de design thinking, de lean startup, un petit peu le thème de la keynote de Jürgen de tout à l'heure, et aussi des travaux de Non Reinertsen avec le product development flow. Et puis, dernier thème, donc le leadership agile. Donc on va parler agile management, on va beaucoup parler de systémique dans le parcours. Et on va voir aussi un petit peu donc, le management 3.0, les pratiques. Et puis on termine avec cette idée, ok, mais tout ça, finalement, ça représente une transformation assez profonde des organisations, de la manière de travailler. Et donc on va avoir une journée dédiée sur cette idée de, ok, comment est-ce qu'on mène une transfo. Alors, à moi de te mettre en pause, parce que moi aussi j'ai envie de jouer un peu avec le temps. Donc aujourd'hui, quand on me demande comment expliquer ou comment présenter le parcours très brièvement, ce que j'explique, c'est qu'on cherche à répondre à 3 questions fondamentales dans ce parcours. Donc première question, c'est quoi l'agilité et qu'est-ce qu'on cherche à améliorer grâce à l'agilité? Deuxième question, qu'est-ce que ça change d'un point de vue management? Et enfin, troisième question, comment on passe à l'action pour transformer son organisation? Voilà, donc ça, pour vous donner une vue un peu synthétique du parcours, hein. On retrouve en bleu les pastilles bleues, donc ça correspond au module de formation, c'est-à-dire ce que j'expliquais au début, la journée en présentiel, un petit peu traditionnelle. Ensuite, les pastilles blanches, ça, ce sont les modules d'auto-formation, donc avec la partie ressources en ligne. Ensuite, les carrés rouges sont les workshops d'une demi-journée, donc accès co-développement et expérience pratique, ce qui marche pas, les difficultés. Et puis, vous voyez, après, on enchaîne comme ça les cycles jusqu'à la fin. Bon, tu m'as donné vachement envie avec tout ça, moi je suis prêt à y aller là. Les supports sont où? C'est quoi les prochaines dates? Comment on avance? Je vais te raconter tout ça. On passe à l'acte 2. 3. Ouais, je suis décalé. Acte 3, donc ça y est, Romain, j'ai réussi à l'intéresser au sujet. Donc il a pris rendez-vous, il a noté tout le planning, il a commencé à bosser le sujet et il va commencer à assister au déroulé des promos. Ouais, les parents. Et puis il va avoir un peu de questions du coup. Et donc Christophe, c'était une super journée là, sur les fondamentaux de l'agilité. Mais est-ce qu'on pourrait reparler de la journée précédente, l'onboarding, que tu me décrives un peu la finalité? Alors déjà, te redonner un petit peu le concept, c'est-à-dire qu'effectivement, avant d'attaquer des sujets, on a vraiment cette idée de promotion. Comme on va passer 6 mois ensemble, on va construire du collectif dès le départ. Donc on met au départ une journée à réellement installer un cadre de travail ensemble, à se connaître, pour pouvoir ensuite arriver au fun qu'on voit à la fin, où on voit que les gens sont à l'aise les uns avec les autres. Parce qu'au départ, on a des Français, on a des Belges, on a des Néerlandais, et puis on a des gens qui sont sur des positions hiérarchiques différentes. Donc on a un petit peu de retenue, il y a des gens du CODIR qui sont là. Voilà. Et puis donc il faut créer quelque chose avec ça. Donc ça, c'est la journée de l'onboarding. Et dès le départ, on met en place des pratiques agiles, c'est-à-dire qu'on leur fait vivre une expérience agile dès cette journée d'onboarding. Par exemple, on commence par choisir un nom. Vous avez vu que peut-être sur la première promo, elle s'appelait Tom Sawyer. Donc chaque promo va comme ça avoir un nom. On a eu ensuite les Martians, etc. J'ai vu que tu avais largement exploité le cercle doré aussi. Oui, ça c'est une des pratiques qu'on leur met tout de suite. Je ne sais pas si vous connaissez le cercle doré, Simon Sinek, l'idée du start with why, c'est recommencer le parcours. On invite le sponsor le premier jour. Il vient présenter le parcours et il explique pourquoi il a décidé de lancer le parcours, quelle est l'importance pour la business unit, qu'est-ce qu'il attend des gens qui sont là, pourquoi les gens qui sont là sont les bonnes personnes. Et après, ça peut démarrer. On n'est pas sur une formation, vous savez, où quand vous demandez aux gens pourquoi tu es là, parce qu'on m'a dit de venir. Là, il n'y a pas ça, jamais. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là parce qu'ils ont fait la demande de venir ou parce qu'ils ont été invités par d'autres personnes. Mais c'est vraiment une invitation. C'est-à-dire que si je t'invite, je vais te dire pourquoi je pense que tu dois faire ce parcours-là et que c'est bon pour la BU, pour le collectif, etc. Donc on n'a pas de touristes, normalement, a priori. Et si on a des touristes, on le voit sur cette journée d'onboarding. Il y a un autre dispositif que j'aimerais bien que tu me détailles aussi, c'est cette espèce de truc un peu sectaire. Là, on se met en cercle le matin, en cercle le soir, et puis on parle. Ouais, check-in, check-out. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est donc dès le départ l'idée d'installer des rituels.
Et donc, rituel du check-in, check-out, bah ça rejoint complètement ce que s'expliquait Jürgen Appelo. On va pratiquer le cercle. On ne va pas se contenter de dire il faut le dessiner, on va le vivre. C'est-à-dire qu'on va former des cercles. Et on va passer notre temps à former des cercles. Et en particulier, donc là, c'est l'idée que le matin, on arrive avec le check-in, le formateur pose une question qui va être une question de focalisation sur le thème de la journée. Donc il y a l'avant check-in et l'après check-in, on est focalisé sur le sujet qu'on va traiter tous ensemble. Chacun parle à tour de rôle, on a une petite balle de parole qu'on se passe. Voilà, donc la journée est démarrée. Ensuite, en symétrie. En symétrie, voilà, on aura le soir le check-out. Et ça, Romain, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste, c'est que, tu sais, des fois on est en retard, comme là maintenant, par exemple, dans les contenus. Donc Pas encore. On se demande comment on fait. Et si ça t'arrive dans la formation, il y a un truc impératif, c'est que tu fasses le check-out. Il vaut mieux que tu enlèves un des modules de la journée de formation, mais que tu sois assuré de faire le check-out avec tout le monde. Alors tu demandes le matin, parce que des fois il y a des gens qui prennent un train, un avion, un machin. Tu t'assures de l'avoir fait avant que les gens partent. Fait vraiment partie des... Il n'y a pas grand-chose qui va être fait de manière récurrente dans le parcours, mais ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que les gens aient internalisé à la sortie, que ça devienne automatique. Et tu verras, l'expérience montre qu'à la fin, c'est eux qui me réclament la balle pour faire le check-in du matin. Ça devient un besoin. Et le check-out le soir. Le check-out, c'est le moment où on fait ce qu'on appelle la socialisation de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va demander à chacun, en fait, qu'est-ce que vous avez retenu de la journée. Et donc, du coup, ça va être l'occasion de voir que ce que j'ai retenu, ce n'est pas forcément ce qu'a retenu l'autre. Et donc, d'entendre qu'on est différent et que peut-être des choses qui n'avaient pas de valeur pour moi ont eu de la valeur pour les autres et réciproquement. D'accord, bien noté. T'en as d'autres, des fondamentaux comme ça? Ouais, il y en a quelques-uns qu'on retrouve ici. On a déjà l'idée de la timebox. Tout va être timeboxé. Ça, c'est vraiment l'expérience qu'on veut leur faire vivre et on veut que ça devienne quasiment une obsession. C'est-à-dire que toute activité va être timeboxée. Récemment, par exemple, il y a un ex-participant qui m'a offert un métronome pour me dire « Toi, tu es vraiment l'obsédé de la timebox ». Et puis, on va aussi les inviter à sortir, vous savez, de leur habitude d'être assis autour d'une table, d'ouvrir le laptop et puis de commencer des grands dialogues qui aboutissent souvent à pas grand-chose. Ou à se dire « Tiens, il faudra qu'on se revoie pour décider ». Donc là, on les invite à se lever, on les invite à représenter leurs idées, représenter leurs problèmes et à partager leurs représentations. Ce qui est déjà la première étape pour pouvoir ensuite travailler sur le sujet et produire quelque chose. Et donc on travaille beaucoup avec des maps, des canevas, des posters qui vont permettre de construire la représentation commune et avoir donc une concrétisation des échanges qu'on a eus sur une séquence de travail donnée. Donc ça, c'est aussi un des fondamentaux. Le point qui m'a interpellé, c'est le slide violet là, que tu affiches juste avant les pauses. L'Express Review ? Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un petit truc pédagogique. Donc on amène des nouvelles notions. Comment favoriser la mémorisation ? Comment favoriser l'apprentissage ? Donc les séquences sont découpées sur 1 heure à peu près, où on va avoir donc des nouveaux concepts, ensuite des ateliers ou des échanges ou du teach-back. Enfin voilà, on a différentes manières d'amener les contenus. Mais à l'issue d'une séquence, on va laisser du temps, 5, 10 minutes, et on va toujours poser la question. Donc on a une symbolique de couleurs, on a toujours les mêmes questions qui vont revenir dans le parcours. On invite les gens à revenir à table et on leur dit « Ok, maintenant, vous allez noter les 2-3 points clés de cette séquence-là. Qu'est-ce qui, pour vous, est à retenir de ce qu'on vient de faire là ? Et j'insiste vraiment sur le fait d'écrire. On a une petite conversation aussi sur pourquoi il vaut mieux écrire que de taper sur un ordinateur machin. Julien est par là, donc en neurosciences, tu pourras nous expliquer ça cet après-midi. Mais c'est des choses qui, malheureusement, l'évolution a fait de nous des gens qui mémorisent plus quand on écrit que quand on tape sur un clavier. Ça, c'est des choses, les études le montrent. Donc c'est ce moment-là, et puis ensuite, donc une fois que les gens ont synthétisé comme ça leur apprentissage, c'est l'invitation à les partager à voix haute avec les autres, et donc mécanisme d'appropriation. Je réfléchis d'abord à ce que j'ai retenu, ensuite je partage. Donc c'est deux occasions de faire travailler le cerveau et de lui dire ce qu'on vient de faire là, c'est important. Et donc il va avoir plus de chances de le stocker. Évidemment, ça fait des journées chargées tout ça. Hein. Ça fait des journées chargées, ouais, c'est assez ambitieux tout ça. Les 6 morts, Christophe. Ouais, ça c'est un peu le sujet. On a souvent tendance à en mettre un petit peu trop.
Et donc du coup, voilà, on va apprendre des choses, acte 4. Il y a des choses qui vont marcher comme on l'espérait, voire même mieux qu'on l'espérait. Et puis, il y a des choses où ça ne va pas se passer aussi bien qu'on pensait. Donc là, on revient au présent. Et là, on revient au présent. Donc Romain, tu as combien de promos maintenant dans ton expérience? Eh ben, écoute, la semaine dernière, enfin sur le mois de septembre, là, on lance promo 19, 20, 21, 22 et 23. Ce qui représente combien de managers? Ce qui représente 90% de managers et 250 personnes, grosso modo. Qui sont passés dans le parcours de Ouais, c'est ça. On s'est exporté hors de l'Europe aussi, puisque on a lancé Singapour, qui est sur le point de se terminer, là, février 2019. Et Houston est en cours aussi. D'ailleurs, c'était pas simple. C'était pas simple avec Houston. Les Texans. Ouais. Mais tu te souviens, toi, des sujets qui n'ont pas forcément super bien marché aussi dans tes promos? Il y a des trucs qui ont été un peu décevants. Le quiz, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, ça n'a pas du tout marché. Ça, c'est un truc qu'on a même laissé tomber parce que les gens ne le faisaient pas. Alors que c'était pas fait pour contrôler, c'était pas fait pour mettre une note, pour donner un diplôme, machin. C'était vraiment un outil pour vérifier son apprentissage. Mais en fait, ils n'ont pas passé le temps, ça les gonflait, ça les intéressait pas de passer par là. Donc voilà, ça convenait pas au public. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. T'en as d'autres, toi? Moi, c'est l'Express Review que j'ai vu un peu détourné. Plutôt que de prendre le temps de noter, c'était une opportunité pour aller consulter les mails, se reconnecter au smartphone. Et puis, du coup, dommage, le temps de partage derrière n'existait pas. Donc, il y a certains moments où on a zappé l'Express Review avec certains groupes. Alors, l'idée, c'est de... Comme sur le slide, c'est d'aller vers qu'est-ce qu'on apprend au travers de ça. Moi, je voudrais partager deux apprentissages qui me paraissent vraiment importants. Le premier, c'est que, et là je m'adresse un peu au RH, je ne sais pas s'il y en a, il y a des RH là dans le... Ouais, okay. C'est l'idée des objectifs de la formation et de comment on saura que ça marche. Un truc déjà, c'est qu'il faut abandonner l'idée que sur un parcours comme ça, les gens ils viennent pour retenir 100% des trucs. C'est juste pas ça l'objectif. Et parce que c'est justement ce qu'on voit dans tous les rituels dont on a parlé là, c'est que suivant les sujets, suivant les modules, les gens ça les intéresse moins, ils s'y retrouvent, et c'est ok comme ça. On n'a pas des robots, on n'a pas des gens qui sont uniformes, et donc ils vont vivre le parcours de manière différente. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on offre les moments pour qu'ils puissent exprimer, qu'ils vivent le parcours de manière différente. Qu'ils puissent exprimer qu'il y a des moments où ils sont en difficulté, qu'il y a des moments où ça ne les intéresse pas, qu'il y a des moments où ils ne comprennent pas, et qu'ils puissent avoir des conversations entre eux par rapport à ça. Donc on n'a pas du tout d'objectif de 100% de réussite, d'acquisition de ce qu'on voit. Tu me poses pas la question, mais d'ailleurs je peux quand même te donner une idée du volume. Moi je dirais qu'on est à peu près autour de 25%. On estime que si les gens ont retenu individuellement 25%, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 25% sont différents d'une personne à l'autre. Et ça, c'est OK. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, comment ça marche masse? Et ça, c'est aussi un truc qui peut être une idée reçue. C'est qu'on a souvent tendance à penser formation comme étant quelque chose pour des individus. Alors, la personne va sortir, elle a été formée et elle va se comporter différemment. C'est juste imaginer que la personne, elle est tout seule dans un environnement et elle ne dépend pas de son contexte, ce qui est complètement illusoire. Donc une personne que vous avez envoyée en formation toute seule et qui revient dans un contexte qui, lui, n'a pas changé, à moins que ça soit Jeanne d'Arc, et elle finit mal, ça va être extrêmement dur pour elle de changer le contexte. Là, l'intérêt de ce parcours, comme disait Romain, c'est qu'il y a 90% des managers, y compris le CODIR, qui sont passés dans la formation. Donc quand les gens reviennent, ils vont se retrouver avec des gens qui ont le même vocabulaire, qui ont la même grammaire, les mêmes habitudes, les mêmes outils. Et là, les réunions vont pouvoir se passer de manière différente. Parce que la personne, elle n'est pas toute seule. Donc l'intérêt d'un parcours de ce type-là, c'est pas de changer les individus, c'est de changer le collectif. Et c'est ce qu'on appelle la massification du programme. Et je crois que tu as un exemple intéressant qui est arrivé après que je sois parti du programme là. Tu parlais de 100% du CODIR. Ouais. Effectivement, donc aujourd'hui, GEM est dans
une initiative de transformation qui s'appelle ONG, Organization and Governance. Et un des membres de la core team de cette initiative de transfo, qui est aussi un assistant teacher maths, me racontait que cette transfo est menée de façon incrémentale, par vague, et que si l'ensemble du CODIR n'avait pas été acculturé, n'avait pas suivi ce parcours, ça ne se serait jamais structuré et déroulé comme cela. Voilà, donc effet indirect. Exactement. Épilogue. Donc pour terminer, on voudrait peut-être partager un petit peu un ou deux trucs chacun avec vous sur ce qu'on a retenu de ce parcours-là. On garde un peu de temps pour la salle aussi ? Ouais. Je crois qu'il y a un truc qu'on partage tous les deux, c'est qu'on a pris énormément de plaisir. Ah ouais. Vous avez Et vu ça les continue. les petites Des photos avec le kilos. resto, avec les gens qui rigolent. Il y a vraiment eu ça. Il y a vraiment eu énormément de plaisir à faire ça, énormément d'émotions également. On accueillait les émotions et le bonheur de voir les gens évoluer, de voir des équipes se former, de voir réellement des promotions et de voir des gens petit à petit apprendre à travailler ensemble. Et puis de les revoir des mois ou années après, et puis d'avoir des témoignages aussi en quoi les choses ont changé pour eux. Donc ça, c'est des témoignages qu'on a également. Donc les choses sont durables par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as d'autres choses. Bah oui, moi j'ai beaucoup appris aussi sur le rôle du formateur. Mais pour revenir sur ces témoignages, évidemment, je voudrais conclure par un vrai kiff. Promo 10, donc je ne l'ai pas fait, mais elle est par là. Promo 10, on est un mois après le module Value Management et on est en train de boire un café avec un des participants qui me raconte qu'il a réussi à avoir une conversation avec son directeur pour remettre en cause, en tout cas discuter de la pertinence d'un reporting. Ils se sont rendus compte ensemble que ce reporting n'avait peut-être pas trop de valeur et ils ont arrêté de le faire. Et finalement, tout s'est bien passé malgré qu'il n'y ait plus ce reporting. Et ça, je pense que c'est un signe visible assez intéressant. Voilà, c'est aussi cette idée que d'un point de vue systémique, une transformation, ce n'est pas forcément un énorme programme avec un best plan et du rollout. Ça passe par ces petites choses-là qui vont réellement être transformantes pour l'organisation. Ça prend place. Et en conclusion, pour revenir à la personne que vous avez vue au début, Claude Filoche, le sponsor de l'initiative, je voudrais vraiment aussi insister là-dessus, c'est-à-dire que ce parcours-là, il a pu avoir lieu parce qu'il y avait au départ une confiance et quelqu'un qui a joué la carte de la confiance. Et qu'à partir de là, on a construit ensemble, on a co-construit tout le temps. On s'est dit les choses, quand il y a des choses qui marchaient pas, quand on ne savait pas comment on pouvait essayer quelque chose. Et on a changé le format, on a expérimenté. Et ça a vraiment été possible parce qu'il y avait cette confiance-là qui était accordée, qui était donnée dès le départ, et qu'ensuite qui était validée, bien sûr, régulièrement. Mais on n'était pas dans ce genre d'appel d'offres où on vous demande des choses de ce type-là. Il faut que vous ayez tout donné avant de commencer, par exemple. Ce qui fait qu'après, il n'y a plus aucune adaptation qui est possible. Là, on a tout le temps adapté et on continue à apprendre. Tu continues à apprendre et adapter. Voilà. On fait des grands signes désespérés sur la gauche. Là, Moi, je voudrais te remercier pour m'avoir proposé cette opportunité et puis aussi merci pour cette séquence d'aujourd'hui. C'était super enthousiasmant. Voilà, peut-être. Merci.